Bonjour et bienvenue dans l'Instant T. Alors aujourd'hui, on enfile nos baskets et notre t-shirt rose pour la bonne cause. La 13e édition de la course Odyssea a lieu ce dimanche 13 septembre au départ du Moulin Blanc à Brest. Une course qui permet de récolter chaque année des milliers d'euros pour la lutte contre le cancer du sein. Gwenaëlle Vigo et Arlette Legrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-organisateurs de la course Odyssea. L'année dernière, vous avez rassemblé plus de 9500 coureurs et marcheurs, ce qui a permis de récolter 50 000 euros. Bravo, c'est assez énorme. Combien de personnes vous attendez cette année ? 10 500, c'est la limite. Vous ne pouvez pas faire plus de toute façon ? On ne souhaite pas faire plus parce qu'on souhaite satisfaire tout le monde. Ouais. On a prévu 10 500 dossards, 10 500 t-shirts, donc on s'arrêtera à 10 500. Tant pis si le 10 500 unième, ouais. Mais... C'est déjà en bonne voie au niveau des inscriptions pour atteindre ce nombre-là. Oui, c'est en très bonne voie. Là, on a dépassé les 5000 ce soir. Bon. Donc... Ça va être beau, cette vague rose dimanche. On en parle tout à l'heure ensemble. Puis Christophe Boucher est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Comme chaque mardi, vous nous faites un petit point éco. Et cette semaine, c'est bien sûr l'agriculture dont il sera question dans votre chronique. Oui, parce que l'actualité de cette rentrée est dans le prolongement de celle de cet été. Je parle bien sûr de la crise de la filière porcine qui ébranle toute la production bretonne. Ce sera en fin d'émission dans l'Instant éco. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 8 septembre. Et 26 000 buralistes étaient appelés à se mobiliser aujourd'hui en France. Alors contre le projet, bien sûr, de paquets de cigarettes neutres dans le Finistère. Une trentaine d'entre eux se sont réunis à Pluguffan, près de Quimper. Et Anne Burlot les a rencontrés. C'est une mesure qui fait grincer des dents l'ensemble des buralistes. L'obligation de vendre des paquets de cigarettes neutres à partir de mai 2016. En dépouillant le produit des outils marketing, Marisol Touraine souhaite lutter contre le tabagisme, notamment chez les jeunes. Ça va, Jeannot ? Ouais. Mais les professionnels concernés ne sont pas convaincus par son efficacité. Pour notre profession, ce type de paquet, avec tout ce que ça engendre, c'est hyper destructeur. Nous allons assister effectivement à une hausse du marché parallèle par rapport à ça, parce que ça sera très facile aux contrebandiers d'imiter ces paquets-là. C'est aussi destructeur parce que c'est 40 heures supplémentaires par mois pour achalander nos linéaires, pour recevoir nos commandes. Je pense qu'en travaillant déjà 13 heures par jour, 7 jours sur 7 pour beaucoup d'entre nous, c'est suffisant. Gilles, fumeur, avoue ne pas comprendre l'intérêt de cette loi. Je fumerai toujours, paquet neutre ou pas. À la limite, c'est plus ma santé qui va primer plutôt que toutes ces mesures à la noix. Dans le même temps, la ministre de la Santé souhaite également augmenter le prix du tabac. Le paquet pourrait ainsi passer à 10 € contre 6,50 € actuellement. Une flambée qui risque d'accentuer un peu plus la concurrence des voisins européens et du marché parallèle. À fur et à mesure que les prix augmentent, la contrebande augmente. En 2003, on était à 3% de contrebande en France. Aujourd'hui, un paquet sur 4, soit 25%, est vendu en dehors du réseau légal. En signe de solidarité, des professionnels de l'industrie du tabac étaient aussi présents ce matin près de Quimper. Car c'est toute la filière qui est menacée. C'est à la fois 26 000 buralistes en France, c'est tous les salariés qui vont avec, c'est tout le milieu économique. C'est aussi la profession de tous ceux qui travaillent pour les fabricants de tabac. C'est tous les métiers annexes qui travaillent dans le milieu des buralistes. Selon une étude, si ce projet de loi est validé, le chiffre d'affaires des buralistes devrait diminuer de 10%. Entraînant dans sa chute la fermeture d'une cinquantaine d'établissements sur les 520 que compte le Finistère. Des parents d'élèves s'improvisent instituteurs à Castres, près de Châteaulin. Après les réajustements de la carte scolaire à la rentrée, l'une des classes de l'école communale de Castres a fermé et les parents mécontents se relaient pour enseigner à leurs petits en attendant un geste de l'inspection académique. Explication avec Anaïs Plateau. À première vue, une classe habituelle de maternelle. Excepté qu'ici, c'est un parent d'élève qui y donne cours. L'école publique de Castres, près de Châteaulin, est passée de 144 enfants l'an dernier à 126 cette année. Le 3 septembre, l'annonce tombe. Le 6e poste d'enseignante qui donne cours au CE1 est supprimé. Depuis, les différentes classes ont été réorganisées. Nous avons décidé en conseil des maîtres de faire disparaître la classe de moyenne section, grande section. Et donc du coup, nous avons une très grande classe de 32 élèves en très petite section et moyenne section. 32 élèves, un nombre trop conséquent pour les parents d'élèves. Ils s'inquiètent de l'accueil des plus petits.
Ils craignent aussi d'entrer dans un cercle vicieux. Les tout petits vont être à 32. Forcément, les parents, quand ils verront cet effectif-là, peuvent craindre que l'accueil ne soit pas convenablement fait et du coup inscrire leurs enfants dans d'autres écoles et être dans un effet boule de neige avec une suppression de classe l'année prochaine si l'effectif ne suit pas, comme ce qui s'est passé par exemple au Guilvinec, qui ont perdu une classe l'année dernière et qui cette année sont encore sur une suppression de classe. Les parents indignés mènent des actions de contestation. Un planning de 15 jours de cours assuré par les parents a aussi été mis en place. En attendant de trouver quelqu'un, nous sommes sur place, nous aidons, nous nous mobilisons tous pour apprendre des choses aux enfants par nous-mêmes, mais toujours sur des petits effectifs. Une pétition a déjà recueilli plus d'une centaine de signatures. La municipalité soutient l'action des parents. En 2015, elle a investi 350 000 € dans un nouveau bâtiment pour l'école. Il y a une solidarité assez remarquable. Quand on dit ça, on ne résout pas le problème, mais entre les parents, le personnel, les enseignants et la municipalité, en tout cas les élus. De son côté, l'académie ne compte pas revenir sur sa décision. La baisse du nombre d'enfants justifie, selon elle, la fermeture de la classe. Et direction maintenant le Morbihan, où depuis 2 ans, des étudiants vannetés se forment à la cyberdéfense. Un cursus qui fait face aux nouveaux besoins des entreprises pour sécuriser leur cyberespace. Pour être toujours plus performant, l'Université de Bretagne Sud s'est dotée d'un Cyber Security Center, véritable laboratoire de recherche et de défense. Il est inauguré ce mercredi au campus Toanic à Vannes. Céline Lestrade de TB Sud a rencontré ces cyber-étudiants. Ça n'a l'air de rien, mais une guerre cybernétique est en train de se jouer. À Vannes, au campus Toanic, vient d'ouvrir un Cyber Security Center destiné aux étudiants ingénieurs en cyberdéfense. Depuis 2 ans, ils sont formés pour contrer et réagir aux attaques des hackers ou des terroristes. Dans ces simulations, chacun a son rôle. Donc vous êtes des méchants en fait dans l'histoire. C'est ça, on est les méchants. Là en fait on est en train de modifier un petit script d'attaque qui est destiné aux autres qui sont à côté, qui doivent se défendre en fait. Donc ils ont des services qui tournent et on doit essayer de les faire tomber. Cette promotion de 30 élèves est la première de France. Ces étudiants sont en alternance dans les plus grandes entreprises françaises, Orange, Thales ou dans d'autres OIV, opérateurs d'infrastructures vitales. Ces structures, si elles sont attaquées, peuvent complètement bloquer un pays. La pression est donc très forte sur les épaules de ces étudiants dépassant tout juste la vingtaine d'années. On nous voit un peu comme des James Bond du PC, quoi. Et puis on nous pose pas mal de questions et on leur fait peur, quoi. On leur fait peur dans le sens où on leur parle un peu de ce qui se passe actuellement et les gens sont pas toujours au courant. Et c'est vrai que c'est assez effrayant ce qu'on peut faire aujourd'hui derrière un PC, quoi. Très facilement. La cyberdéfense est élevée au rang de priorité dans le livre blanc sur la défense de 2013. Les grandes entreprises françaises estimaient à l'époque avoir besoin de 1000 ingénieurs par an, de quoi susciter des vocations. Mais la sélection est drastique, les étudiants sont surveillés par les renseignements. Premier critère donc l'éthique, mais aussi la motivation. On a des passionnés, on a des petits génies dans le groupe, bien sûr. On a surtout des passionnés et des gens motivés. Et c'est ce qui fait le succès des promos actuels. C'est qu'on a des passionnés. Dans quelques mois, la première promotion d'ingénieurs en cyberdéfense sortira de Vannes pour faire la guerre par ordinateur interposé, mais cette fois pour de vrai. Allez, maintenant on met nos baskets puisqu'on va parler sport et santé avec nos invités du jour. Donc ce dimanche 13 septembre, une déferlante rose est annoncée sur le Moulin Blanc à Brest. Cette vague de générosité en petite foulée ou en marche à pied a lieu chaque année sous le nom d'Odyssea. Son objectif, c'est de contribuer à la lutte contre le cancer du sein. Alors Gwenaëlle Vigo et Arlette Legrand, vous êtes donc aux manettes de cette manifestation désormais bien installée dans le département puisqu'elle existe depuis 2003 à Brest. En 12 ans, c'est plus de 330 000 € qui ont été récoltés. Alors pour commencer, expliquez-nous un peu à quoi sert cet argent, à qui vous le distribuez. Alors, cet argent sert à des associations finistériennes qui viennent donc en aide aux patientes atteintes de cancer du sein, tant pour le confort que pour les soins également, parce que les projets sont très divers. Depuis 12 ans, nous avons financé du dépistage également. Donc, au niveau de la Ligue, il y a eu l'installation du cabinet d'esthétique, en fait, qui a permis de redonner une image féminine donc aux personnes en chimiothérapie. Et on pense souvent recherche. Il y a eu de la recherche financée.
pas qu'à la recherche. Donc Odyssea vise surtout le patient et donc dans son ensemble en fait, dont l'amélioration de sa vie au quotidien. C'est qui les acteurs locaux de la lutte contre le cancer du sein? C'est à la fois le CHU par exemple, des associations, c'est qui? Alors pour le dépistage, vous avez l'ADEC 29, donc les femmes sont conviées à partir de 50 ans, donc tous les 2 ans à faire une mammographie. Et à ce sujet, je souhaite vraiment mettre l'accent sur la nécessité de faire des mammographies régulières et surtout de ne pas craindre les quelques minutes qui ne sont pas très agréables. Il faut faire une mammographie, c'est le meilleur soin qu'on puisse apporter à son corps dans ce domaine. Et donc vous avez également le CHU qui fait donc de la recherche, mais qui fait également qui cherche à améliorer tous les jours le confort des patientes. Donc au niveau du CHU, nous étions les premiers à financer des tours réfrigérées en continu pour donc éviter que des cheveux des patientes ne tombent lors de certains protocoles. Ce n'est pas valable en fait pour tous les protocoles de chimiothérapie, mais dans certains cas, donc les casques réfrigérés en continu permettent d'éviter la chute des cheveux ou du moins de la freiner énormément. Donc on le voit, l'argent sert à des choses très différentes. Il y a aussi rapidement des livres pour enfants, par exemple, qui peuvent expliquer aux enfants ce qu'est le cancer. Alors, l'objectif, c'est pas seulement de récolter de l'argent, c'est aussi, vous le disiez, de sensibiliser à la maladie et en particulier au dépistage. Donc, au Moulin Blanc, il y a aussi une sorte de village installé sur le départ avec des stands de sensibilisation. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, il y a les stands de tous nos partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années. Et il y a les stands des professionnels de la santé qui sont là et qui répondent aux questions de tous les gens malades ou qui veulent avoir de l'information sur le dépistage du cancer du sein et des autres cancers. Alors, le cancer du sein, en France, c'est 1 femme sur 10 qui est touchée par cette maladie. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer aussi la forte mobilisation autour de ce type de course? Oui, bien sûr. Tous les participants ont dans leur entourage une femme qui a été concernée en fait par le cancer du sein. Donc c'est vrai que ça mobilise énormément à ce sujet. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas être indifférent à une telle vague de cancer. C'est quand même important, 1 sur 10. C'est énorme. Alors le Finistère compte de nombreuses courses caritatives. Odyssea n'est pas la seule qui récolte des fonds. Est-ce que c'est une concurrence sur des événements comme ça ou au contraire ça crée une sorte de dynamisme local pour les participants? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, et je pense que Gwenaëlle sera d'accord, nous ne sommes pas du tout concurrents, bien au contraire, toutes les maladies méritent d'avoir des fonds pour être vaincues à un moment donné, et c'est surtout ce qu'on voit, nous, ce sont les patients et patientes qui sont derrière ces maladies. Il faut sauver le plus de gens possible, donc il faut mobiliser encore, et dans tous les domaines. Vous vous arrangez quand même pour que les grandes courses caritatives tombent pas le même jour, oui, j'imagine. Vous appelez entre les associations du département. Parce que justement, le week-end dernier, il y avait la Transiroise. Alors ça, c'est une course qui récolte des fonds pour les recherches sur la leucémie. Julie Sicot y était. Elle a interrogé les participants sur leur engagement. Bravo, bravo. Ma femme a eu le cancer du sein en 1998 et elle a été touchée par la maladie. Et puis j'ai eu des amis aussi touchés. Donc je suis doublement motivé pour qu'on fasse quelque chose pour le CHU, rapporter des fonds. Ce sont des courses, pour moi, dont la participation paraît naturelle. Aider les gens à travers ces courses, c'est bien, et puis on en tire un plaisir. Et on voit beaucoup de gens sympathiques et très motivés. Donc voilà, ça encourage. C'est une bonne dynamique de groupe, je trouve. Une belle ambiance, on le voit sur ces courses-là, c'est ça qui les caractérise aussi. D'après les statistiques, 21% des cancers du sein sont attribuables à une insuffisance d'activité physique. C'est donc pas un hasard d'organiser un événement sportif pour sensibiliser à cette cause, Gwenaëlle. Oui, tout à fait. Je crois que c'est le professeur Simon qui a fait une étude là-dessus. Il disait que les femmes qui font du sport ont des meilleures chances de guérir et d'éviter les rechutes en faisant du sport suite à une maladie. Alors, durant, donc,
pendant les traitements de cancer du sein, c'est préconisé du coup de courir, d'avoir une activité physique. Alors justement, l'association Odyssea est aussi munie d'un bateau. C'est depuis cette année. C'est une sorte de, alors ça s'appelle un dragon boat. C'est un peu une sorte de dracar. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez acheté ce bateau. Alors, tout d'abord, le bateau n'est pas notre propriété. En fait, nous avons donc remis les fonds nécessaires à l'association Amish et le bateau a été en fait remis dans la flotte du comité départemental du canoë-kayak. Parce qu'en fait, nous, notre but n'est pas de gérer des bateaux. Eux, c'est leur métier, ils savent le faire, ils ont des encadrants. Donc, il y a un moniteur qui accompagne les femmes qui sortent sur ce bateau. Et le Dragon Boat, en fait, permet déjà d'avoir un esprit d'équipe, de bien s'amuser sur le bateau. Il faut aller les voir sur la Pinfeld tous les dimanches matins. Il y a une franche ambiance de rigolade. Et donc, ce sont des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui sont en traitement pour certaines. Qui vont ramer comme ça tous les samedis matins. Oui. Donc, c'est ça la mission d'Odyssea. C'est pas une fois dans l'année on va courir, c'est aussi toute l'année être investi pour la maladie. Concrètement, pour en revenir à la course de dimanche, comment on fait pour participer? Vous disiez qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits, est-ce qu'il y a encore de la place? Il reste de la place, mais je pense qu'il va falloir se dépêcher, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà plus de 5000 inscrits. L'année dernière, le jeudi soir, nous étions à peine à 4000 et on a vu qu'on a fini à près de 9500. Là, ce soir, il y aura quasiment 5500. On a prévu 10 500 t-shirts, 10 500 dossards. Donc, il reste un petit peu moins de 4 jours pour s'inscrire dans les permanences que vous trouvez sur le site. Donc, dépêchez-vous parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'ira pas au-delà de 10 500 pour des raisons de sécurité aussi, parce que le site ne permet pas non plus d'aller au-delà du nombre de participants. Est-ce que vous constatez justement, enfin vous constatez évidemment un engouement pour ces courses-là, mais aussi un besoin des gens de prendre un peu soin d'eux aussi, un retour justement au sport, à des pratiques, surtout en septembre peut-être, des bonnes résolutions on va dire. Après l'été, c'est ça? Comme vous les avez prises, Christophe. Bien sûr, Pauline. Oui, tous les ans on remarque dans les permanences, cette année on arrive sur des sondages en fait à peu près à 30% de nouveaux participants. Donc ce qui est très important, ça veut bien dire aussi que les gens prennent conscience en fait de la nécessité d'une activité physique. Et pour Odyssea, c'est aussi très important parce que on renouvelle en fait entre guillemets notre fonds de commerce. C'est pas vraiment un fonds de commerce, mais les participants d'il y a 13 ans ne viennent plus forcément. Donc c'est important de mobiliser des jeunes en fait, de plus en plus de jeunes. D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Les enfants sont les bienvenus aussi. Voilà, il y a pour tout. Puis on n'est pas obligé de courir, on peut marcher. Donc il y a aussi pour tous les rythmes. Un petit mot sur les types de parcours proposés, justement, pour montrer aux gens qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, il y a la première épreuve qui démarre à 10h et exclusivement une épreuve de marche. C'est un 9 km qui passe sur l'ancien pont de Plougastel, qui rejoint les Plougastel et qui revient sur le site du Moulin Blanc. Et une épreuve qui est soit course, soit marche, de 5 km qui démarre à 10h30. Donc 5 km, ça ne nécessite pas un gros entraînement, même s'il y a eu quelques excès l'été, je pense que 5 km, on est à même de le faire. Il y a le petit échauffement en musique, quoi qu'il arrive. Donc même si on n'est pas prêt, vous nous entraînez juste avant de partir très rapidement. Merci beaucoup en tous les cas. Donc je rappelle que c'est ce dimanche 13 septembre, rendez-vous sur le parking du Moulin Blanc à Brest. À partir de 8h30, on peut commencer à venir. Vous allez vous échauffer, Pauline? Bien sûr. Ouais. Je m'échauffe tout le temps. Retrouvez toutes les infos sur le site internet www.odyssea.info/Brest. Ça s'affiche sur l'écran. Allez, tout de suite, on passe à l'écho. Et donc Christophe, c'est donc l'actualité agricole qui nous intéresse aujourd'hui. Oui Pauline, depuis plus de 2 mois, les agriculteurs bretons et plus spécifiquement la filière porcine subissent de plein fouet une chute du cours du porc. Mais le début de ce mouvement ne date pas d'aujourd'hui, car en fait c'est en février 2014 que démarre cette crise avec un embargo russe. En fait c'est un embargo sanitaire. Chaque semaine, 15 000 tonnes, soit l'équivalent de 160 000 porcs, ne prennent plus la direction de la Russie. Ça correspond tout de même à 8% de la production qui reste sur les bras des agriculteurs. Du coup, ces 8%-là sont remis sur les marchés, il y a plus de monde, il y a plus de porcs et sur l'offre et la demande, les prix mécaniquement baissent de façon assez drastique et les prix donc, le commerce des viandes est littéralement déstabilisé. Alors la production française ne suffit pas à alimenter le marché français. Alors je vais vous dire oui et non. Oui sur le papier car nous produisons
108% de la consommation nationale. Sauf que culturellement, en France, nous préférons très largement les jambons qui sont aussi importés de façon massive, partie que nous importons en grande quantité, alors que dans d'autres pays, ça va être plus les pieds, la tête ou d'autres pièces qui vont être préférées. Et en tout cas, avant, cela s'équilibrait, mais plus maintenant. Alors, pour quelles raisons la crise s'est vraiment durcie cet été, Christophe ? Alors, Pauline, plusieurs raisons. Les grandes surfaces, principaux acheteurs de viande, de porc, multipliaient à un moment les promotions. Du coup, les agriculteurs accusaient aussi les distributeurs de brader les viandes. Un arrêté ministériel prévoyait d'encadrer les promotions et les limiter. Les producteurs porcins voulaient un prix juste et rémunérateur, ce qu'ils souhaitent encore, et les distributeurs, eux, ne l'entendaient pas de cette oreille. Il y a eu quand même un élément déclencheur à tout ça. Oui, en effet, parce que l'État a demandé de relever le prix au marché du porc breton au cadran à Plérin, c'est ce qu'on appelle le marché de Plérin. C'est cette cotation qui fixe les prix des transactions au niveau national. Pourtant, ça représente que 15% de la production nationale, mais c'est à cet endroit qu'est fixé vraiment le prix. Le ministre de l'Agriculture souhaitait un prix plancher d'1,40 € du kilo. Et parmi les principaux acheteurs, deux qui représentent tout de même 30% des volumes achetés chaque semaine, claquent la porte du marché du porc breton, Bigard et la Cooperle, une coopérative agricole. Alors du coup, c'est quoi les conséquences ? Eh ben, c'est le feu dans les campagnes. Entre 22 000 et 25 000 exploitations, soit 10% du total, sont actuellement au bord du dépôt de bilan. Ça, c'est une annonce qu'a faite Stéphane Le Foll. Un plan de 600 millions d'euros a été débloqué. Des mesures sont prises pour sauver la filière. Pas suffisant pour les agriculteurs qui continuent leur tour de force. À Plérin, la situation se complique. En plein été, les cotations sont suspendues durant plus de 10 jours. La Cooperle et Bigard sont toujours absents des cotations. La coopérative souhaite, elle, un marché libre où l'offre et la demande sont la règle. Et l'avenir du marché au cadran est remis en cause au beau milieu de l'été, ce que réfutent les producteurs bretons qui sont attachés à leur marché au cadran. Et alors, ensuite ? Eh ben, écoutez, la semaine dernière, on a vu les conséquences. À Paris, 1 millier d'agriculteurs étaient à Paris, dont une bonne partie de Bretons. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures. L'État va débloquer sur 3 ans 3 milliards d'euros. Parmi les mesures, des aides financières, l'allègement de charges, une année blanche concernant le report des annuités bancaires et 350 millions d'euros par an pour l'aide à l'investissement, car il faut moderniser aussi les installations qui, pour beaucoup, sont vieillissantes. Une simplification administrative aussi et une pause demandée depuis longtemps sur les nouvelles normes environnementales. À Bruxelles, lundi, c'est 500 millions d'euros qui ont été débloqués. Autant dire une goutte d'eau dans un océan, 500 millions à se répartir entre les agriculteurs des 28 pays de l'UE. Ces mouvements ne satisfont pas la filière porcine. Il y a une petite quinzaine de jours, on avait rencontré Dimitri, qui est un jeune agriculteur de Plouigneau, à côté de Morlaix, qui vient tout juste de s'installer. Et Dimitri est allé à Paris manifester avec l'ensemble des jeunes agriculteurs du Finistère. Et ben, on est allé le rencontrer aujourd'hui et il nous donne justement son sentiment sur ce mouvement qu'il y a eu la semaine dernière. On regarde. 1,40 €, c'est le prix du kilo de porc nécessaire à Olivia et Dimitri pour amortir leurs investissements. Installé depuis 10 mois, le jeune couple subit de plein fouet les effets de la crise porcine. Impliqué dans la vie syndicale, Dimitri n'a pas hésité à faire le déplacement en tracteur la semaine dernière pour manifester à Paris. Résultat des courses, c'est la douche froide pour le couple qui attendait du soutien de la part des politiques et des mesures significatives. À court terme, là, au jour d'aujourd'hui, on reste quand même dans une galère pas possible. Non, rien n'a été fait au niveau de ça, rien n'a été bon. On attendait plus de mesures sur le départ des cochons, sur les débouchés, sur la vente, plus quelque chose de concret à ce niveau-là. Avec leurs 170 truies naisseurs engraisseurs, les jeunes agriculteurs produisent 4300 porcs par an. La pleine saison est passée, les cours du porc vont comme chaque année baisser après la période estivale. Sur leur exploitation, Dimitri et Olivia tablent sur un prix moyen d'1,20 €, bien loin de leur seuil de rentabilité. Le coût de production est d'1,40 €. N'importe quel magasin qui achète ses fournitures ne va pas les revendre moins cher. Enfin, nous, c'est tout ce qu'on demande, de faire du bénéfice avec ce qu'on produit. C'est la seule chose. Et là, la baisse cet hiver va nous pénaliser. Avec la hausse de l'aliment, ça nous pénalise doublement, quoi.
Olivia et Dimitri, comme certains syndicats agricoles, ne seraient pas hostiles à la mise en place de quotas dans la filière. L'Europe a été construite pour qu'on soit tous égaux. Donc moi, on demande aussi qu'il y ait une régulation au niveau européen, qu'on puisse tous produire pareil et dans les mêmes conditions. Parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau environnemental, on a quand même 20 ans d'avance par rapport aux autres. Et au niveau de la compétitivité, nous, on est quand même gravement touchés parce que c'est des frais en plus qu'on a que les autres pays européens n'ont pas. Nous avons quand même plus de charges à nos frais. Quoi qu'il en soit, Dimitri et Olivia rêvent d'une filière unie où producteurs, abatteurs, transformateurs et distributeurs avanceraient pour le bien de la filière qui risque, si rien ne change, de vivre un hiver difficile. Alors Pauline, on vient de le voir, en effet, la situation s'annonce assez difficile. Des actions sont prévues. Maintenant, pour l'instant, on ne sait pas encore où, mais il semblerait qu'il y ait des actions bien ciblées dans les jours qui viennent. On suivra tout ça. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous deux d'être venus. Bonne course dimanche au Moulin Blanc. Nous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être venus encore. Je me répète, on se retrouve demain, même heure sur TBO. D'ici là, passez une très bonne soirée. Ciao.